Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis qu'Israël et les États-Unis sont officiellement entrés en guerre contre l'Iran, le Moyen-Orient s'embrase et la France a décidé de s'impliquer en envoyant 2 porte-avions en Méditerranée, la frégate Languedoc à Chypre, des Rafales et des systèmes de défense antiaérienne au Moyen-Orient. Pour Emmanuel Macron, qui tenait une allocution hier soir, le but n'est pas d'entrer en guerre, mais de pouvoir montrer notre capacité à défendre nos intérêts, nos partenaires si besoin, et nos ressortissants au Moyen-Orient. On en parle sur Sud Radio avec Père de Jong, ancien colonel de marine et cofondateur de l'Institut Thémis. Bonjour. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors, vous êtes bien colonel d'armée de terre dans la marine, vous n'êtes pas capitaine de frégate. Non, je suis infanterie de marine. Infanterie de marine. Depuis Richelieu, 1622. Donc, absolument, grand corps de l'armée française. Exactement. Mon colonel, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. On connaît votre expertise et votre expérience, les deux, sur les questions de défense et questions militaires. Nous discutions tout à l'heure avant l'antenne. Vous êtes plus indulgent que moi sur la prestation d'hier du président de la République, même si je viens de reconnaître qu'il avait été à hauteur de la fonction et qu'il fallait tout manière se prononcer. Autre question est de savoir, est-ce qu'il a vraiment les moyens de ses propos et est-ce que l'image de la France n'est pas à ce point abîmée que même s'il vient rehausser un petit peu le niveau, on a quand même une carence de crédibilité. Est-ce qu'on vraiment, notre image se porte si mal que ça, au point qu'on n'ait pas été ni consulté, ni prévenu? Je me souviens que quand, je vous donne la parole tout de suite, Kennedy a tout de suite prévenu de Gaulle quand il y a eu l'affaire des missiles à Cuba, et le général de Gaulle, qui était pourtant très méfiant vis-à-vis des États-Unis, lui avait dit: nous sommes alliés et quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Est-ce que la donne a changé depuis cette époque? Depuis le général de Gaulle, indéniablement, surtout qu'il y a un personnage qui s'appelle Trump, qui est arrivé aux affaires et qui est assez décontracté dans les relations internationales. Vous voyez hier un exemple, il parle d'un chef d'État, il dit il est gentil, c'est un bon garçon, on fera quelque chose avec. Donc en fait, il est relativement décontracté dans ses relations avec les autres. D'où, je dirais, le petit instant d'agacement du président de la République il y a quelques semaines en disant on n'a même pas été prévenu de ce qui se passait. Donc c'est vrai que, encore une fois, les Américains ont besoin de personne. Ils dirigent l'OTAN. Il y a une espèce de domination de puissance qui fait que pour un Français, les Français, on a des particularismes. Vous évoquiez le général de Gaulle. C'est sûr qu'on se réfère toujours à lui. Et en fait, on avait une position qui était toujours un peu respectée. Et c'est vrai que depuis quelques années, et moi je considère que c'est depuis les années 2000, puisqu'en fait nos armées ont baissé en effectifs, ont baissé en budget, ont baissé en organisation. Donc notre armée est beaucoup moins performante, en tout cas l'armée conventionnelle. Et c'est vrai qu'on a perdu en poids. Et le fait de rentrer dans l'OTAN, avec à l'époque du président Sarkozy, on a perdu beaucoup de marge de manœuvre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation on suit davantage qu'on initie. C'est un peu le problème qu'on a. Mais on est toujours au Conseil de sécurité, même si ça ne sert pas à grand chose actuellement. Mais c'est vrai qu'on est toujours positionné comme une puissance majeure et entre autres, double point grâce au nucléaire. Et avant-hier, le président fait un bon discours sur le sujet. Vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, et on l'a dit ici et partout ailleurs, depuis la chute du mur, on a baissé la garde parce qu'on s'est dit les causes ou les clauses, les probabilités de guerre se sont abaissées, et donc il n'y a pas besoin d'être vigilant. La preuve que non, il peut toujours y avoir des conflits sur des terrains internationaux, et il faut pouvoir être présent et avoir les moyens de sa politique. Est-ce qu'il est prudent, dans la mesure où nous avons été tenus à l'écart, nous avons des obligations avec certains États du Golfe. Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui, vu la complexité de cette situation, ce conflit a été déclenché au mépris de toutes les lois internationales, à l'initiative de Benjamin Netanyahou, dont il sait qu'il règle aussi un problème local et un problème personnel. Le président Trump a suivi, qui est un petit peu va-t-en-guerre. Est-ce qu'il fallait dès à présent, dès le 3 mars, dire on y va aussi et on rentre dans la mêlée? Est-ce bien prudent et c'est bien pertinent? Alors sur le droit international, un petit mot. Les Iraniens l'avaient largement bafoué en liquidant entre 30 et 40 000 personnes, et puis en rentrant dans la course. Raison. C'est pas une raison, mon colonel. En même temps, quand votre adversaire potentiel est sorti des limites de l'épure, en même temps, le droit, on peut peut-être trouver une solution. Maintenant, on vit dans l'époque des superpuissances, on vit dans une autre époque. C'est vrai que le droit est malmené. On voit bien que les Nations Unies n'existent quasiment plus. Donc c'est vrai qu'on vit dans un autre monde. Maintenant, ceci étant dit, encore une fois, la France s'inscrit dans un monde, je dirais, occidental, qui a des obligations. Vous venez de l'évoquer. On a signé des accords de défense avec toute une série de pays au Moyen-Orient. Donc on a signé un document. Ces pays nous achètent beaucoup d'armements au passage, ce qui veut dire qu'en fait ça fait fonctionner la balance commerciale, ça donne de l'emploi. Donc c'est vrai qu'on a des obligations, je dirais morales, financières, économiques et militaires, évidemment, avec les pays du Golfe. Donc en fait, on honore notre signature tout simplement. Vous ne craignez pas que lorsque l'on dit à la télévision à 20h devant les Français « j'envoie la frégate Languedoc », ça fasse plutôt rigoler les Iraniens que peur. Si c'est tout ce que tu as, on a envie de dire, si c'est tout ce que tu as proposé, et le Charles de Gaulle, avec l'argent que ça va coûter, va mettre une dizaine
dizaines de jours pour y arriver. Et là, l'état-major américain disait, il peut venir, il n'est pas dans le circuit, il n'est pas dans le réseau. Il risque juste de nous embêter. En fait, c'est la mouche du coche. Est-ce que Macron n'était pas en train de jouer la mouche du coche? Il y a deux questions dans la question. La deuxième partie de votre question est parfaitement juste. C'est vraiment le fait de rentrer en Méditerranée, qui est déjà une petite mer, entre guillemets. Oui. Vous avez déjà un groupe aéronaval américain qui est colossal, qui a besoin de toute la surface et de tout le volume aérien. C'est vrai qu'avoir un Charles de Gaulle avec un groupe aéronaval derrière, ça va poser problème. Mais en même temps, les marins comme les aviateurs ont l'habitude de travailler en coordination, si tant est qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne s'engage pas à côté des Américains. Aujourd'hui, on met en place un dispositif militaire qui est destiné à agir en fonction de nos intérêts. On veut être présent, quoi. Voilà, au cas où. Présent au cas où. Et encore une fois, la frégate, c'est un cas particulier parce que la frégate va aller à Chypre, et Chypre, c'est les Britanniques. Et vous savez qu'ils ont eu plusieurs tirs de drones en provenance, qui sont des amis en plus, du Liban Sud. Et c'est vrai qu'il y avait c'est une manière d'affirmer une espèce de cohésion européenne. Maintenant, le groupe aéronaval, c'est pas n'importe quoi. Il y a 60 avions à bord d'un porte-avions français. Sur le porte-avions américain, il y en a 90. Bon, il y en a un peu plus. Mais on voit que c'est une force qui est significative. Au-delà du fait que les frégates et les sous-marins qui encadrent ce groupe aéronaval ont des moyens extrêmement importants. Entre autres, il y a des moyens avec l'Aster, qui est un missile anti-aérien. Vous avez des missiles extrêmement performants, probablement les meilleurs au monde. Donc c'est vrai que cet apport-là protégera probablement, en tout cas, Chypre. Maintenant, il y a également d'autres moyens. Les Rafales qui sont actuellement en place en Jordanie, ça va être renforcé. On ne sait pas combien, c'est encore secret, bien évidemment. Et puis on met en place, ce qu'on appelle un radar volant, un AWACS, qui va permettre en fait de faire de la coordination. Donc on voit qu'aujourd'hui, on crée un dispositif qui va permettre en fait de répondre à une demande, encore une fois, soit des Qataris, soit des pays avec lesquels on a signé des accords. Donc encore une fois, on n'est pas offensif, mais on se met en disposition pour réagir à une attaque de l'Iran. Mon colonel Père de Jong, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous? Ils ont à leur côté la première puissance mondiale et quelque part les Britanniques qui sont pas loin non plus. Est-ce que vraiment l'apport militaire de la France, est-ce qu'on n'est pas à rebours de ce que Dominique de Villepin avait dit à l'ONU lorsqu'il y avait l'attaque de l'Irak? Vous me direz, c'est pas les mêmes circonstances. L'attaque de l'Irak, c'est pas le conflit irano, voilà. Cette guerre a quand même été déclenchée à l'initiative de Benyamin Netanyahou, qui a des raisons personnelles de la déclencher. Les Américains ont suivi parce qu'il y avait des menaces depuis quelques semaines qu'il fallait bien passer à l'acte. Est-ce que c'est bien prudent, vraiment? Est-ce que ces pays ont besoin de nous? Est-ce que c'est bien prudent de s'impliquer dans ce genre de conflit? Ça veut dire que, vous êtes en train de me dire, mon colonel, un avion français ou un missile français pourrait intercepter un drone ou un missile iranien. Ça veut dire qu'on rentre en guerre avec eux, nous sommes d'accord. Est-ce que du coup, le terrorisme iranien peut pas dire, ah mais bienvenue la France, vous voulez qu'on s'occupe de vous, on va venir s'occuper de vous, puisque vous voulez rentrer dans la danse? Alors je réponds d'abord à votre première question. Effectivement, les Américains, les Israéliens n'ont pas besoin de notre dispositif pour renforcer leur organisation qui est vraiment très pléthorique. Premier point. Le deuxième point, c'est Clausewitz qui dit, la guerre, c'est la continuation de la politique, pas d'autres moyens. Oui. Le président français fait de la politique. Une politique internationale, il se positionne comme ayant un rôle international. On a un rôle international. On peut pas le nier. Donc, encore une fois, il affirme ce rôle. Et l'armée, c'est la partie avancée. Vous savez, un pays a deux outils pour faire de la politique. Un outil mou, la diplomatie, un outil dur, c'est les militaires. Aujourd'hui, c'est la partie militaire qui joue. Donc, le chef de l'État joue son rôle. Encore une fois, ça s'arrête là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans le mot défensif-offensif. Puisque, en fait, c'est un outil défensif qui est mis en place avec le groupe aéronaval. Il n'y a pas d'ennemi désigné réellement. Mais, M. Barrot a dit hier après-midi, que je sache, qu'on était prêt à tirer sur un missile à sa source. Alors là, ça se complique. Oui. Parce que si on tire sur... Alors, est-ce qu'on est sur le territoire de l'ennemi. Oui. On peut supposer qu'on tirerait, on va identifier le départ d'un missile. Oui. Et on tirerait sur le missile quand il est en l'air. Encore une fois... Mais si on touche la rampe de lancement, c'est une autre histoire. Mais vous savez qu'on a déjà tiré sur des drones iraniens il y a 48 heures. Je sais. Donc, en fait, ça a commencé. Voilà, simplement, on y rentre de façon, je dirais, délicate, je dirais plus discrète que les Américains, mais clairement, on y est déjà. Donc, le président de la République française, vous me le disiez également, et on en a déjà discuté ensemble, a de vraies prérogatives en matière de défense. On sait que la Constitution dit bien que, à l'article 20, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, que le Premier ministre et le ministre de la Défense ont une implication institutionnelle obligatoire dans un cas de conflit, qu'à un moment donné, le Parlement doit être consulté. Pour autant, le président de la République a une marge de manœuvre énorme. Vous me disiez vous-même que vous étiez à l'Élysée lorsque le président Mitterrand, alors qu'il était en coalition
cohabitation avec Édouard Balladur, et c'était Philippe Léotard qui était ministre de la Défense. Il voulait aller au Rwanda et on y est allé. En 94, il y avait un blocage complet pour aller au Rwanda, et en fait, il y a un conseil de défense le 15 juin exactement 94. Il a décidé d'engager les forces françaises. Ils y sont allés. Alors après, le résultat politique n'a pas été très très glorieux parce qu'on a mal géré la fin de l'histoire, mais la décision, n'empêche, a été prise par le président Mitterrand. Mais il y a d'autres histoires comme ça. Il y a l'intervention également en 91. Rappelez-vous, le ministre de la Défense, M. Chevènement de l'époque, était contre cette intervention. Il a démissionné. De toute façon, en France, ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Exactement ça. Et en fait, en France, on est un pays, des rares pays européens, en tout cas occidental, dans lequel le chef de l'État a une prérogative totale sur l'engagement des forces. C'est le chef des armées. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Alors évidemment, il y a un contrôle du Parlement qui s'exerce quelques semaines après l'engagement, mais il fait absolument ce qu'il veut. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le président français doit être capable de tirer un missile nucléaire s'il considère que les intérêts vitaux de la France sont engagés. C'est ça le cœur du problème. C'est le général de Gaulle qui a mis ça en place. Donc on peut supposer que ça fonctionne relativement bien, et c'est vrai que le président Macron ne rate pas l'occasion. Je veux dire, il rentre dans une partie politique extrêmement fine, il retrouve son rôle de président, en tout cas il l'a pas perdu, enfin physiquement il le trouve, il l'exprime. Depuis avant-hier, rappelons-nous, à l'île Longue, où il a un discours extrêmement calibré sur la discussion française, qui est en fait un discours qui passe, je dirais bien, parce qu'il n'invente pas un nouveau modèle. Le mot clé, c'était quoi? Le mot clé, c'était que la décision lui appartient. Donc, enfin, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis, le deuxième point, la partie de hier est intéressante. En 8 minutes, c'est très ciselé. Il dit, voilà, c'est la continuité du discours d'avant-hier, où il dit très concrètement, la France est présente et répond, enfin, comment dire, elle répond à ses engagements. C'est une bonne manière de voir les choses, d'autant qu'on sait que les Anglais et les Espagnols, quasiment en même temps, ont dit pouce, ils ont considéré qu'ils n'étaient pas concernés. Alors, avec une petite clause, si j'ai bien compris, vous allez nous l'éclairer, nous la préciser, il y aurait peut-être on pourrait prêter nos services, se mettre à disposition pour une prestation. Puisqu'on est la force nucléaire, si d'autres ont besoin, on ne la délègue pas, mais on pourrait intervenir pour soutenir certains de nos partenaires. C'est ce que le président appelle la dissuasion avancée. C'est qu'en fait, l'idée est aujourd'hui, notre système est en France, point final. Accessoirement, il est quand même majoritairement sur des sous-marins qui sont ailleurs. Oui. Donc déjà, elle est déjà avancée. Mais c'est vrai que cette partie aérienne est une partie importante. Et le problème, on a un problème de portée des avions. Deuxième point, un problème de pénétration, si vous voulez, dans la zone ennemie quand vous devez tirer un missile nucléaire. Donc, bilan, l'idée qui a germé dans une discussion entre les chefs d'État européens, c'est que ceux qui acceptaient, donc des partenaires, aujourd'hui il y en a 8, donc qui acceptaient, on pourrait mettre en place, comme le font les Américains, on pourrait mettre en place des avions et des missiles nucléaires dans différents pays avec lesquels nous aurions signé des partenariats. Bon, alors peut-être qu'on peut dire qu'à partir de hier soir, la France est un peu de retour sur la scène internationale. Encore faut-il que ce soit de façon cohérente, approuvé quand même par l'opinion publique, mais je crois que c'est le cas, et dans une cohérence politique qui manque cruellement aujourd'hui à notre pays. Mais enfin, on existe toujours et on a encore les moyens de faire mal. Je pense que c'est l'essentiel. C'est fondamental. Et puis en même temps, je pense qu'aujourd'hui, quand c'est un peu compliqué, je pense qu'il faut se rassembler derrière le chef de l'État, quoi qu'il en soit, quelle que soit son couleur politique, la France doit rester unie. Et ça, c'est fondamental. N'oublions pas qu'on a comme des moyens déjà déployés. Je vous rappelle le Qatar, Abu Dhabi, la Jordanie, Djibouti. Donc on est déjà positionné. Donc encore une fois, ce n'est que la suite d'une histoire qui est déjà écrite. Nous sommes républicains et patriotes, même si dans certaines circonstances, c'est un peu plus difficile que dans d'autres. Merci, mon colonel, d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous recevoir parce que je pense que l'actualité nous amènera à vous réinviter pour témoigner de votre compétence et de vos connaissances.